Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet pénible, douloureux même. Alors je ne vais pas vous parler de ma sciatique, mais de la fiscalité aux États-Unis. Alors je ne vais pas vous faire un cours de fiscalité non plus, ça va être plutôt une présentation du système de déclaration fiscale aux États-Unis et aussi des difficultés, ça c'est dans une deuxième partie, des difficultés pour les contribuables américains et aussi pour les citoyens américains qui vivent à l'étranger. Aussi, pour eux, enfin, le système fiscal américain comporte beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, je vais évoquer ces deux thèmes principaux et ça va me permettre un petit peu de vous présenter un petit peu la différence entre la fiscalité, enfin, le système de déclaration à la française et le système de déclaration à l'américaine. Alors, il faut savoir, alors, aussi longtemps que me souvienne, hein, parce que à un moment que je suis plus en France et que je fais plus de déclaration en France, mais le principe, c'est que l'administration française, l'administration fiscale française envoie des, euh, des imprimés, à l'époque c'était comme ça, des imprimés pré-remplis avec toutes les informations que les employeurs, les banques leur ont communiquées. Et bon, évidemment, on peut les corriger si c'est faux, si on a un autre papier, etc. Mais il suffit simplement de vérifier les numéros pour la plupart des gens, les chiffres, et puis boum, on signe et on renvoie. Alors maintenant, ça se fait sur Internet, bien sûr, mais bon, le principe est le même. C'est matérialisé ou dématérialisé. Alors évidemment, il y a des exceptions. Alors oui, c'est gratuit, et j'insiste sur cette gratuité, parce que vous allez voir qu'aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Et par contre, c'est beaucoup plus compliqué pour les entrepreneurs, les professions libérales, les artisans. Et donc, d'ailleurs, leur façon de aussi aussi simple que je puisse présenter les choses, aussi simplement que je puisse présenter les choses, le, euh, le système pour les entrepreneurs, les professions libérales, ça ressemble beaucoup à ce que nous on connaît aux États-Unis pour beaucoup de gens. Alors, pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Voilà. Donc, en fait, alors, au niveau interne américain, qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que les États-Unis sont un État, sont une agglomération d'États fédérés et avec un État fédéral. Évidemment, l'État fédéral, donc représenté par une administration qui s'appelle l'IRS, Internal Revenue Service, IRS, c'est permis depuis la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, on a commencé à imposer les particuliers au niveau fédéral. Donc, euh, donc on doit faire une déclaration à l'État fédéral. Alors c'est la plus complexe parce que c'est celle qui récapitule absolument tous les revenus, les dépenses, etc. Donc c'est des formulaires à n'en plus finir. Alors évidemment maintenant on ne le remplit plus sur papier, on fait ça sur Internet. Donc ça c'est intéressant parce que ça va plus vite, c'est plus précis et on peut conserver euh, toutes les données en mémoire pour les réutiliser l'année suivante. Ça c'est pas mal comme système. Bon, le problème c'est que c'est payant et ça peut coûter très cher. Alors si on a suivi une formation, ça peut être ça peut être très simple, très rapide et ça peut coûter environ 30 à 40 dollars par foyer. Mais si c'est plus complexe et qu'on n'a pas envie de faire ça, on peut payer ce qu'on appelle un CPA, un Certified Professional Accountant, un, un expert comptable si vous voulez, qui va faire ça pour vous. Mais il le fera probablement sur un software même. Voilà. Donc un software professionnel. Donc voilà en gros comment ça se passe. Alors ça peut prendre beaucoup de temps, comme ça peut prendre quelques minutes. Hein. Ça dépend du type de revenu qu'on a, ça dépend du type de déduction qu'on a, ça dépend du nombre de gens qu'il y a dans le foyer. Bon, mais pour, je dirais, au moins 30 à 40% des gens, c'est très simple. C'est quelques lignes. C'est quelques lignes, donc ça prend 10 minutes. Voilà.
on peut faire une déclaration en 10 minutes voilà, quand la situation est simple. Un salarié, un salaire, un employeur, quelques revenus, quelques dividendes, quelques intérêts à la banque, et puis c'est terminé. Voilà. Il y a ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer trop dans les détails ni dans la technique, mais pour les déductions, il y a ce qu'on appelle une standard deduction. Donc, ça dépend pour les couples, les individus, etc. Donc, c'est les frais qui sont plafonnés à un certain montant, qui montent en fonction de l'inflation et qui permettent aux gens de, de déclarer des frais qui n'ont pas à être individualisés ni détaillés. C'est un plafond, donc voilà. Si on a dépensé moins, on a gagné de l'argent. Si on a dépensé plus, bah, tant pis, c'est pour notre poche. Ou bien, on peut déclarer tous les frais et les dépenses individuellement. Certaines sont déductibles de l'impôt, du revenu imposable, et certains ne le sont pas. Bon, bah, voilà. Donc ça, c'est pas très 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 intéressant le détail, mais c'est juste pour vous donner une idée. Bon, alors pour vous donner un exemple de cette différence, je vais être obligé de vous parler aussi des États. Alors, j'ai dit, l'État fédéral taxe, impose, mais les États fédérés aussi, mais pas tous. Il y a à peu près une dizaine ou une douzaine d'États aux États-Unis, la Floride par exemple, le Texas, qui n'ont pas d'impôt sur le revenu de l'État. Donc quand on habite en Floride, on ne déclare pas ses revenus à l'État de Floride. Rien du tout. Par contre, quand on habite à New York, on le fait. Quand on habite en Californie, on le fait. Voilà. Donc ça, c'est schématiquement les deux différences. Alors, l'exemple, alors ça renforce la complexité aussi. Hein. Il faut aller sur l'ordinateur. Les softwares qu'il y a pré-remplissent aussi les formulaires qui sont spécifiques à chaque État. Parce que chaque État a ses propres formulaires, sa propre façon de les présenter, etc. Mais bon, mais quand on rentre un chiffre, automatiquement le software le met à la fois sur la déclaration fédérale et la déclaration de l'État dans lequel vous êtes résident. Voilà. Alors, pour vous donner un exemple d'économie qu'on peut faire à l'intérieur même des États-Unis, j'ai lu un article. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, voulait vendre ses actions, une partie de son portefeuille Amazon, parce il a des besoins financiers personnels importants. Et donc, s'il avait vendu ce portefeuille, ou cette partie de portefeuille, là où il résidait avant, c'est-à-dire dans l'État de Washington, hein, c'est l'État au nord-ouest des États-Unis, sur la côte Pacifique, il aurait payé à peu près 6 à 700 millions de dollars de plus-value, d'impôts sur les plus-values. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de partir en Floride. D'ailleurs, il est né en Floride, hein, il est originaire de Floride. Donc il est revenu en Floride, il s'est domicilié en Floride, et il a vendu son portefeuille. Et qu'est-ce qu'il a payé? Combien a-t-il payé d'impôts sur les plus-values? Zéro. Rien du tout, parce qu'il n'y a pas d'impôt sur les plus-values dans l'État de Floride. Par contre, il paiera un impôt sur les plus-values à l'État fédéral. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Bon, alors maintenant, l'aspect expatriés, non résidents fiscaux américains, mais qui sont des citoyens américains. Alors là, les choses sont compliquées parce que ils sont tenus à la même obligation déclarative que les citoyens américains résidant aux États-Unis, même s'ils n'ont pas de revenus de source américaine, tout simplement parce qu'ils sont citoyens américains. Alors, évidemment, c'est très problématique parce que ça rajoute aux obligations déclaratives que ces gens-là peuvent avoir dans leur pays d'adoption. Hein. Par exemple, un Américain qui vit en France, je le plains, mais par contre, un Américain qui vit en Suisse, c'est pas trop mal. Un Américain qui vit à Dubaï, c'est presque le paradis au niveau fiscal. Hein. Je parle pas pour autre chose. Hein. Ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais par contre, oui, il y a des obligations déclaratives qui s'accumulent. Et ça peut être très compliqué. En plus de cela, il y a aussi un problème, c'est que dans le code des impôts américains, il y a le concept de US person. Alors, il y a des cas très particuliers. Par exemple, quelqu'un qui est né aux États-Unis, parce que c'est le droit du sol. Donc, si vous naissez aux États-Unis, même de parents étrangers, vous êtes potentiellement US person. Vous êtes une US person et vous êtes
Alors, vous n'êtes pas un citoyen parce que vous n'avez pas demandé la citoyenneté américaine. Il faut la demander quand on a 18 ans. Quand on est aux États-Unis de parents étrangers, on peut demander la nationalité à partir de 18 ans. Il y a des gens qui ne le font pas, comme le célèbre Boris Johnson, qui est né aux États-Unis, qui est né à New York, je crois, mais il n'a jamais demandé sa nationalité américaine, bien sûr. Eh bien, quand il a vendu un appartement, je crois que c'était en Angleterre, il a été obligé de payer des impôts à l'IRS parce qu'il n'avait pas renoncé. Donc, mais comment peut-il renoncer à sa nationalité américaine, à sa citoyenneté, s'il ne l'a jamais demandé en première? Bon, ça c'est une question, mais ça peut être un casse-tête pour beaucoup de gens qui remplissent ces critères. Alors évidemment, il y a des critères particuliers de patrimoine, de montant, bon. Mais, euh, mais c'est vrai que ça peut être compliqué pour certaines personnes. En plus, il y a ce qu'on appelle les obligations dites FATCA et FBAR, qui sont en fait des obligations déclaratives pour les citoyens américains et pour les banques étrangères qui ont ouvert des comptes à des citoyens américains à l'étranger, de déclarer à l'IRS et au Trésor américain les comptes et les montants qui figurent sur ces comptes. Donc voilà, donc c'est très compliqué. J'avoue que le, euh, euh, le challenge pour des non-résidents fiscaux, ça peut être très important. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Parmi les fondateurs de la société Facebook, il y a un garçon qui s'appelle Eduardo Saverin, qui est d'origine brésilienne. Et quand il s'est agi de mettre Facebook à la bourse, et Eduardo, il s'est dit, bon, en tant que fondateur, j'ai des actions, elles valent très cher. Donc, bon, pour des raisons qui lui sont personnelles, moi je critique pas, je ne commande pas là-dessus, il a décidé de ne pas vouloir payer l'impôt sur les plus-values aux États-Unis. Donc sur les actions Facebook qui auront été mises en bourse, donc vendues sur le marché. Donc ça déclenche une plus-value. Et, voilà. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Avant que l'opération n'ait lieu, 1 ou 2 ans avant, il est parti à Singapour et il a demandé sa nationalité singapourienne et il a renoncé à sa nationalité américaine. Donc il a fait 3 choses en même temps. Donc il est parti à Singapour, il a demandé sa nationalité de Singapour et il a renoncé à sa nationalité américaine. Donc voilà, alors il y a beaucoup de gens qui renoncent à la nationalité américaine aujourd'hui à cause de ça, à cause de problèmes fiscaux. Et pas forcément parce qu'ils n'ont pas envie de payer des impôts, mais surtout parce que ça complique énormément non seulement la taxation du vivant, mais aussi la taxation lors de la succession. Très compliqué. Donc voilà. Alors, en matière de compétitivité fiscale, ça, je vais terminer là-dessus rapidement. Bon, la France est bonne dernière d'après la Tax Foundation en ce qui concerne la complexité fiscale. Elle est 32e et dernière dans toute l'OCDE. Et par contre, enfin, dans toute l'Europe, voilà, plus précisément pas dans l'OCDE, dans l'Europe, pardon. Par contre, en matière de compétitivité fiscale, c'est un petit peu différent. C'est les taux, on parle des taux d'intérêt, des taux d'imposition, pardon. Euh, la France est 36e sur 38. Bon, ça vous étonne pas. Et par contre, les États-Unis sont 21e. C'est très moyen. Donc oui, les États-Unis sont pas un paradis fiscal, hein, ça c'est sûr. Et alors dans cette compétitivité fiscale, on inclut l'impôt sur les sociétés, l'impôt des personnes physiques, la TVA, les taxes locales. Voilà. Donc les taxes locales sont très très élevées aux États-Unis. Par contre, la TVA est très faible. Voilà. C'est 7% en Floride, 10% en Californie, à New York. Voilà. C'est des taux à peu près maximum. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus euh, sur le contribuable américain qui soit domestique, c'est-à-dire domestique dans le sens vivant aux États-Unis, ayant ses sources de revenus aux États-Unis, ou expatrié, c'est-à-dire ne vivant plus aux États-Unis et n'ayant pratiquement plus de sources de revenus américaines. Bon, je pense que, et je vais conclure là, que les États-Unis bon, peuvent faire des efforts par rapport à la complexité de la, de l'aspect déclaratif, la complexité déclarative des impôts,
Et bon, bien sûr, on peut toujours faire des efforts sur les taux, mais ça, c'est une autre question. Et je pense que par contre, la France est beaucoup plus avancée et beaucoup plus euh, conforme à, bon, on paye beaucoup d'impôts en France, mais l'État quand même fait quelques efforts de temps en temps, et notamment en matière fiscale. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. À très bientôt et à la prochaine vidéo. Merci.